Pour une banque centrale, mener un cycle de resserrement monétaire ressemble un peu à participer à un marathon. C'est un exercice qui est dur, il est long, et pour la banque centrale, atteindre la ligne d'arrivée, il y a un sérieux temps qui passe parce que l'économie réagit au relèvement de taux avec un certain retard, et un retard qui peut être long et variable, comme on a appris à l'école. L'expérience historique montre que, pour autant qu'on remonte les taux suffisamment, la croissance finit par ralentir et l'inflation finit par baisser. Mais lorsqu'on regarde les données économiques récentes aux États-Unis, on se demande si nous sommes entrés dans une sorte de nouvelle ère. Force est de constater, comme l'illustre le tableau, que la croissance en glissement trimestriel, ces 4 derniers trimestres, est restée très soutenue et voire même a été fantastique, étonnante, etc. au T3 de cette année. 4,9% en rythme annualisé T sur T. Mais lorsqu'on regarde également en glissement annuel, on constate que sur les 4 derniers trimestres, il y a eu progressivement une amélioration de la performance économique. Ce n'est pas exactement le but recherché par la Réserve fédérale, bien évidemment. On se demande alors si l'économie américaine a été immunisée contre les conséquences des relèvements de taux d'intérêt. Qu'est-ce qui explique cette résilience? J'ai parlé de l'image de courir un marathon. Ici, c'est comme si on est en train de faire les 100 mètres. Alors, d'un point de vue européen, cette performance américaine, oui, elle est presque frustrante, on dirait, sachant que la croissance en zone euro sur les 12 derniers mois est restée limitée à 0,1% en non annualisé. Et pour le T3, en fait, il y a eu une légère contraction T sur T du PIB à hauteur de moins 0,1% en non annualisé. Regardons maintenant plus en détail la croissance au T3, le but étant d'évaluer dans quelle mesure cette performance étonnante peut être répétée dans les prochains trimestres. À cette fin, le tableau montre la contribution des différentes composantes de la demande à la croissance du PIB. Et force est de constater que la contribution de la consommation des ménages a été importante. Il y a également une contribution importante venant du restockage par les entreprises en réaction à une demande qui était très dynamique. Et puis également une contribution importante qui vient des dépenses du secteur public. Est-ce que ceci nous apporte des enseignements sur les perspectives pour les prochains mois? En fait, lorsqu'on évalue la croissance, idéalement, on voudrait voir une croissance qui repose sur 3 piliers, sur une bonne croissance, une bonne dynamique de la consommation des ménages, une bonne dynamique de la part de l'investissement des entreprises et des ménages, secteur de construction, et puis finalement une contribution pas trop importante qui vient du secteur public, parce qu'autrement, ça soulèverait des questions sur les finances publiques, sur l'endettement du secteur public, etc. Par rapport à ce schéma, entre guillemets, idéal, on constate que, oui, la conso des ménages très dynamique, l'investissement des entreprises, en fait, ces investissements ont stagné. Il est fort probable qu'en fait, ça continuera dans les prochains mois pour la toute simple raison que le coût de financement des entreprises a augmenté, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent émettre de nouvelles dettes à des taux d'intérêt plus élevés parce que les anciennes dettes viennent à échéance. Il y a également la perspective quand même d'un certain ralentissement de la croissance et avec une incertitude qui a plutôt tendance à augmenter ces derniers temps. La construction résidentielle, donc l'investissement des ménages, a positivement contribué au T3, mais ça ne devrait pas durer. Rappelons que cette contribution positive vient après plusieurs trimestres de contribution négative, donc contraction de l'activité dans le secteur de la construction résidentielle, avec les taux hypothécaires qui atteignent des niveaux particulièrement élevés. En fait, le pic qu'on voit depuis le début des années 2000, en fait, ces niveaux de taux d'intérêt vont être un vrai frein à l'activité dans ce secteur. Donc là encore, on ne doit pas attendre une évolution positive pour les prochains mois.
Quant au secteur public, là, on doit plutôt espérer que cette contribution va baisser un peu parce qu'autrement, comme je l'ai mentionné, il y a la problématique du focus du marché sur l'endettement du secteur public. Donc, en conclusion, le sort de l'économie américaine, le sort de la croissance de l'économie américaine dans les prochains mois dépendra quand même de ce que vont décider les ménages au niveau de leur consommation. L'analyse des déterminants de la consommation des ménages montre que la plupart d'entre eux devraient rester bien orientés dans les prochains mois. Certes, la croissance des salaires ralentit en partant d'un niveau élevé et surtout, n'oublions pas que le marché du travail reste particulièrement résilient. Ceci est d'ailleurs reflété également dans des inquiétudes des ménages au niveau des perspectives de chômage qui restent à un niveau qui est particulièrement bas. On constate d'ailleurs aussi que la confiance des ménages a plutôt évolué favorablement ces derniers mois pour une multitude de raisons. Une raison particulièrement importante étant la désinflation qui a conduit à une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Mais on constate également que les ménages sont devenus plus optimistes quand même sur les perspectives de l'économie en général, également par exemple au sujet des perspectives des marchés financiers et donc la bourse. Donc, confiance qui s'est plutôt améliorée, un marché du travail qui reste résilient, et puis il y a cet autre facteur qui est très important, qui est l'épargne excédentaire. L'épargne excédentaire qui est devenue le moteur, je dirais en majuscule, de la dynamique de la consommation des ménages, une épargne excédentaire qui avait été constituée à l'époque de la pandémie. Les gens ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas dépenser, etc. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les ménages américains puissent dans cette épargne pour financer leurs dépenses, sachant que le taux d'épargne aux US, en ce moment, est passé en dessous du taux d'épargne qu'on avait atteint avant la pandémie. Donc, c'est une source de financement pour les dépenses. Et en fait, en conclusion, on peut dire que la consommation des ménages devrait rester plutôt dynamique, mais cela constitue quand même une base de plus en plus réduite, étroite, comme soutien à la croissance de l'économie américaine. Et donc, quelque part, à cause de ces autres facteurs qui devaient plutôt peser sur le dynamisme de l'économie US, on reste sur un scénario où la croissance va ralentir. Malgré cette performance impressionnante au T3, la croissance va ralentir. C'est ce que veut la Fed. Et s'il devait y avoir une réactivité insuffisante de l'économie américaine, le discours de la Réserve fédérale deviendrait plus agressif, voire même pourrait conduire à des hausses de taux d'intérêt qui, pour l'instant, ne sont pas anticipées. Je vous remercie d'avoir regardé EcoTV cette semaine et je vous invite de nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.